d'être joint à nous pour ce webinaire aujourd'hui. Bonjour Sébastien, Bonjour Ismail. tu m'entends bien? Très bien. Excellent. Merci beaucoup en tout cas de t'être rendu disponible aujourd'hui pour ce webinaire. On a déjà quelques participants qui sont dans la conférence. Est-ce que l'un de vous, s'il vous plaît, peut nous indiquer si on est bien entendu, bien vu aussi? Comme ça, on pourra démarrer l'événement. Oui, pas de souci. Merci beaucoup Gonzague, merci beaucoup Marwan. Il est 11h pile. On va pouvoir démarrer. Bonjour Gonzague, merci beaucoup. On va pouvoir démarrer tranquillement. Premièrement, Sébastien, je vais commencer par te remercier. Je vais te laisser te présenter dans un second temps. Mais voilà, je sais que tu es très occupé. Donc vraiment, au nom de Badvisor, on voulait te remercier de ta présence et de ton retour d'expérience aujourd'hui. Merci beaucoup. On va vous expliquer un peu le déroulé de la session d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes que je connais déjà, il y en a d'autres qui me connaissent moins. Donc, on va démarrer par une courte présentation de Hub Advisor, 3-4 minutes. Et après, on va enchaîner dans le vif du sujet. Avec Sébastien, on a préparé quelques éléments qu'on va vous partager durant la séance. Mais n'hésitez pas à poser des questions, participer, donner des commentaires. On espère que ça sera le plus interactif possible. On va commencer par la rapide présentation de Hub Advisor. Comme ça, vous connaissez un petit peu mieux, vous savez qui on est. Donc, je vais commencer par me présenter moi. Donc, moi, je suis président fondateur de la société Hub Advisor. C'est une société qui a aujourd'hui 3 ans d'existence, qui est un spécialiste de la veille technologique, de la stratégie IT. On accompagne aujourd'hui plus d'une 50aine d'organisations. On a des belles références. Je peux communiquer quelques noms, hein, comme l'Institut Pasteur, comme Engie, comme le CIC notamment. Et notre métier est d'aider les directions IT, les directions digitales à réaliser une veille effective sur des sujets que je vais vous présenter et avoir un impact, un poids fort de la visibilité dans leur organisation. Quelques mots sur moi. Donc, avant de créer Badvisor, j'ai évolué pendant 7 ans chez Gartner. Donc, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'évolue dans l'industrie de la veille technologique et de la stratégie IT. Et j'ai fondé Badvisor avec un associé qui lui vient de Wavestone. Donc, Badvisor, quelle est notre mission? Elle est de rendre l'expertise IT et IA accessible pour permettre aux équipes IT de transformer leur organisation. Donc, si je devais résumer la mission de Hub Advisor en une phrase, ça serait ça. On a une offre qui va contenir 3 éléments prioritairement. Donc, le premier élément, c'est ce qu'on va appeler des consultations. Donc, quand on est client de Hub Advisor, en fait, on a accès à quoi? On a accès à la possibilité d'avoir des échanges avec un pool d'experts. Donc, on a plus de 150 intervenants sur des thématiques liées à la stratégie IT, liées à la technologie. Et donc, ça se fait de manière très opérationnelle, très pratique. On organise des réunions de 1 heure. Le client nous pose des questions en amont. On a un intervenant qui prépare des éléments, un livrable. Et derrière, on a une conversation et on répond aux questions point par point. La particularité de Hub Advisor, c'est que nos intervenants sont tous des intervenants de très haut niveau. Je vais vous montrer quelques exemples, comme ça va vous parler. On a aussi la partie accompagnement opérationnel. Donc là, c'est pour des clients qui veulent aller un petit peu plus loin, qui nous disent on a besoin de mettre sur pied une stratégie IT, une stratégie data, une stratégie cloud. Donc là, on a un accompagnement un petit peu plus précis. Ça peut aller même jusqu'à du coaching. Et on organise aussi des événements physiques ou virtuels. On intervient sur 5 sujets principalement. Le premier sujet, d'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est l'IT Operating Model. On a beaucoup de questions de la part de nos clients sur l'organisation, la gouvernance de la DSI, des sujets de veille techno, des sujets de veille business, du benchmark et aussi de la montée en compétences, de l'upskilling des équipes. Pour entrer plus concrètement, on va intervenir sur 6 thématiques. La stratégie IT, ça passant du budget à la gestion des talents, en passant par le positionnement de la DSI en interne, des sujets autour de l'architecture avec les grands frameworks à déployer, la cyber, data and analytics avec le rôle de l'IA notamment, l'infrastructure avec le move to cloud, allier cloud public et souveraineté, d'ailleurs c'est l'objet de notre prochain webinaire, et puis la transformation digitale avec la mise en place de nouveaux services et produits digitaux.
Voilà, quelques-unes de nos références. Parmi nos experts, on a Patrice Delécluse, c'est l'ancien DSI de Mars, ancien VP de Gartner, c'est mon ancien collègue. Sur la partie IT stratégie, on a Jean-Luc Perrard, c'est l'ancien groupe CIO de PSA, Anne Baraké, une ancienne VP de Gartner, Charlotte Allardet, DSI de Vinci Autoroute notamment. Sur la partie business, on a CMO de Renault, on a Benoît Léry, qui est un ancien de Siemens aussi. Donc, on a vraiment du beau monde sur tous les sujets qui peuvent intéresser nos clients. Peut-être le dernier sujet sur la partie digitale et data. On collabore notamment avec Sol Rachidi, qui est CDO de Estée Lauder, Karim Wedek, CDO de Servier, ou Gérard Guinaman, qui est l'ancien CDO de Engie. Je m'arrête là pour la présentation de Hub Advisor et on va switcher sur le deuxième sujet, donc le sujet qui nous occupe. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a beaucoup de clients qui nous posent des questions sur l'organisation, la gouvernance de la DSI. Et dans ce cadre-là, il y a une personne qu'on connaît de plus en plus chez Hub Advisor, Sébastien Louillot, qui était ouvert pour nous faire un retour d'expérience. Je sais que toi, tu as mené pas mal de transformations de la DSI dans tes différentes structures. Je vais d'abord te laisser te présenter et on va aller directement dans le vif du sujet. Merci Ismail et bonjour à tous. Je vois quelques noms connus dans les participants, donc je passe un petit coucou à certains qui se reconnaîtront. Merci déjà pour l'opportunité et puis pour ce partage d'expérience. Je vais essayer de résumer rapidement mon parcours, pour pas y passer trop de temps. En gros, mon parcours se divise en 3 périodes. Une première partie de carrière plutôt dans les infrastructures technologiques et plutôt dans le monde des telcos à la fin des années 90, début des années 2000 avec l'explosion de l'Internet au débit. Ensuite, j'ai embrassé une carrière d'entrepreneur. J'ai monté plusieurs boîtes, un opérateur télécom, une société de services dans l'IT. Ça, c'était plutôt la deuxième partie. Et la troisième, elle a été plus sur un rôle de DSI depuis maintenant une douzaine d'années. D'abord en tant que consultant indépendant, où je suis intervenu comme intérim CIO, part-time CIO, avant de reprendre un job salarié il y a quelques années pour rejoindre une société que vous connaissez certainement qui s'appelle Doctolib, que j'ai accompagné de 2019 à 2023, notamment pendant la crise du Covid, qu'on a tous connue, et toute cette phase d'hyperscaling pour Doctolib, qui a nécessité d'accroître les capacités du SI interne de manière x3, x4 pendant ces années. Et j'ai pris un nouveau poste il y a maintenant quasiment 1 an et demi au sein d'un groupe qui s'appelle Altavia, qui est une TI assez ancienne, mais très peu connue, qui est très spécialisée dans le milieu du retail. Notre métier, c'est de concevoir et d'opérationnaliser des campagnes de communication et de marketing pour nos clients. Donc, on vient du monde plutôt classique du print management, les catalogues, les prospectus, la publicité sur le lieu de vente, avec une belle diversification aussi dans le digital et dans la data. Et donc, c'est un groupe bien installé, mais qui avait besoin de mener une transformation digitale pour laquelle j'ai pris la mission de les rejoindre et de les aider à mener cette transformation. Très beau parcours, merci beaucoup Sébastien. On va rentrer dans les expériences plus précisément. On va d'abord vous présenter donc l'agenda, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc le titre, c'est quand et pourquoi changer l'organisation de sa DSI. Et on va couvrir plusieurs éléments. Déjà, la vision de la transformation, c'est intéressant de connaître le pourquoi. C'est vrai que le terme transformation est utilisé parfois à tort et à travers. Mais avant de mener une transformation, faut se demander qu'est-ce qui va nous pousser à mener ce type de projet. Ensuite, on va s'intéresser au comment. Comment transformer. Est-ce que c'est uniquement le changement d'organigramme? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? On va parler culture et méthodologie. Et après, on va parler aussi du rôle de la technologie. On finira aussi par les KPIs, donc les métriques clés, les indicateurs de performance de la DSI aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on va parcourir. Et ça me permet de te poser la première question. La vision de la transformation de la DSI, je sais que tu as mené des projets de transformation ambitieux chez Doctolib, actuellement chez Altavia. La première question, c'est pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à essayer de changer les choses? Alors, je pense que la première chose, et c'est un peu une évidence, mais c'est bien de le rappeler, on ne transforme pas une DSI pour le plaisir de transformer une DSI. On transforme une DSI pour répondre à un besoin et surtout, on le fait en lien avec la stratégie de la société dans laquelle on est.
Si on transforme la DSI, c'est que la DSI aujourd'hui ne sait pas répondre aux besoins stratégiques de la société pour les 3-5 ans à venir. Je donne quelques exemples aussi pour illustrer. Chez Doctolib, quand j'arrive, on est 800. On est 800 collaborateurs déjà. On prévoit de grandir fortement. Le Covid n'a pas commencé. On n'a absolument aucune idée, comme chacun d'entre nous ici, de ce qui peut se passer dans les années à venir. Mais on sait qu'on a besoin de grandir. Et la DSI, c'est une petite équipe d'une douzaine de personnes qui fait beaucoup de support de proximité, de postes de travail, etc. Et ça commence déjà à frictionner par rapport à la capacité à grandir et à accueillir régulièrement des nouveaux collaborateurs, à mettre en place des systèmes résilients, à obtenir de la performance opérationnelle. Donc, on comprend clairement qu'il faut qu'on passe d'un mode plutôt service informatique, de support, de proximité, à une vraie DSI. Chez Altavia, par exemple, le contexte est complètement différent. On est sur une équipe plutôt historique, avec beaucoup de legacy, beaucoup de choses qui sont homemade et qui ne conviennent plus au revirement, au changement stratégique que le groupe veut apporter. Le groupe a clairement exprimé son besoin de changement stratégique pour se réinventer, pour lutter contre la baisse du CA sur le papier. Mais les systèmes d'information ne sont pas à jour. Donc on sait qu'on doit rénover. Et on sait aussi qu'il y a eu une forme de blind spot, d'angle mort par rapport à l'IT depuis 5 à 10 ans. Qu'on n'a pas forcément investi de la bonne manière et qu'on n'a pas forcément les bons basiques, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de data, en termes de cybersécurité ou en termes de systèmes d'information applicatifs. Donc là, on sait qu'on doit se réinventer. Et on sait qu'on doit aussi réinventer l'équipe parce qu'on n'a pas forcément les bons people, les bonnes skills et la bonne organisation. Donc, c'est un peu long, mais l'idée, c'était d'illustrer et de dire que ça part toujours d'un besoin de stratégie de la société ou de l'organisation dans laquelle on est. Je comprends clairement. Est-ce que, je vais plus loin, est-ce que ça veut dire que toi, tu n'es pas le même DSI chez Doctolib que chez Altavia, alors que tu es la même personne, parce que ce n'est pas forcément les mêmes objectifs? Ouais, c'est un peu schizophrène, mais non, c'est pas exactement le même en fait. Tu as même des valeurs clés. T'as même des valeurs clés. Moi, mes valeurs clés, elles sont sur des projets de construction ou de transformation. Je ne serais certainement pas un bon DSI pour gérer les affaires courantes, tout simplement parce que je m'ennuierais. D'accord. On amène aussi des valeurs. Moi, j'ai des valeurs très fortes autour du collectif, de la collaboration, autour de l'agilité, autour d'un côté doueur et hands-on. Je préfère avoir des gens qui font que des gens qui coordonnent, en tout cas d'avoir le bon ratio. Donc ça, ces valeurs-là, on les a. Et c'est notre ADN et c'est ça qu'on amène aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on vient nous chercher sur ce genre de poste TPE. C'est pas seulement mener une transformation, c'est amener aussi des valeurs et une culture qui vont rejaillir en dehors de l'IT, qui va aussi rejaillir sur le business. Par contre, après, pour répondre à ta question, la posture doit changer. Quand tu es dans une boîte très technologique, entièrement focus autour du scaling, de la performance opérationnelle, j'ai envie de dire c'est facile. C'est facile Mhm. parce que tu regardes tes pairs, tu t'identifies à eux, tu fonctionnes de la même manière et ton IT fonctionne de pair avec tes métiers. On est tous focalisés dans la même direction. Quand tu es dans une société qui est en train de transformer son business model, où tu as des gens nouveaux qui viennent d'arriver, des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, qu'on a besoin d'aider à se transformer, qu'on a besoin d'accompagner avec faire de la conduite du changement, ce n'est pas pareil. Tu sais que tu Mhm. vas aller moins vite. Et en fait, le tout, c'est de se dire à quel niveau est le groupe aujourd'hui et où est-ce que moi, il faut que je me positionne. Si le groupe, il est là et que moi, je vais me positionner tout de suite là, je vais perdre tout le monde. Donc, il faut que je D'accord. me positionne ici et que progressivement, je tire les gens vers le haut. Donc, c'est hyper important dans la posture de comprendre la culture et l'historique de l'organisation, où on est et de bien mesurer la taille des pas qu'on va faire à chaque fois. Écoute, c'est ouais, c'est hyper intéressant et je comprends bien l'idée et surtout le fait que la transformation de la DSI, elle se fait au service de la transformation de l'entreprise. Ce que je comprends, c'est que il y a eu transformation de la DSI parce qu'il y a eu transformation de Doctolib et il y a transformation de la DSI parce qu'il y a transformation aussi d'Altavia. Donc il y a quelque chose qui est en mouvement dans l'entreprise et la DSI, j'ai envie de dire mathématiquement ou naturellement plutôt eh ben, elle aussi, elle doit s'adapter au changement. Alors que s'il n'y a pas une profonde mutation du métier, ben, il n'y a pas le vrai drive de justifier le fait de transformer. Donc, comme tu as dit, c'est pas transformer pour transformer, ça ne doit pas être à l'initiative du DSI purement, un peu hors sol, qu'on mène ce type de projet. Ouais, si je dois résumer, en fait, le DSI doit comprendre où sa société va être dans 3 ans. Et il doit construire la DSI pour dans 3 ans.
C'est un très bon résumé. Bah, écoute, on a le pourquoi. J'en profite pour dire dans le chat, n'hésitez pas à réagir, poser des questions par rapport à tous les éléments que l'on a. On les prendra avec grand plaisir. Aussi des commentaires et des retours d'expérience. Maintenant qu'on comprend mieux le pourquoi, on va s'attarder sur le comment. Moi, je le vois beaucoup et je te partage mon retour d'expérience. Un nouveau DSI arrive. Hein, nous, c'est simple, on parle à 2-3 DSI par semaine. Et très souvent, quand on parle avec les nouveaux DSI, il va ramener, entre guillemets, son équipe, quoi. Très vite, il va nous dire, ah ben, la personne de mon CTO, il est pas bon, le RSSI, je connais quelqu'un qui est très bien, etc. Donc, il va s'attarder sur l'organigramme. Je sais que c'est un élément important. Est-ce que toi, tu peux nous parler du comment transformer la DSI? Voilà, est-ce que c'est uniquement le changement d'organigramme ou est-ce que tu vois d'autres choses? Non, bien sûr, c'est pas qu'un changement d'organigramme. L'organigramme et les people en font partie, mais ce n'est pas que ça. Pour moi, ça se fait vraiment en 360. Il y a effectivement un sujet d'organisation. Comment on va organiser notre DSI pour répondre aux enjeux business et à la stratégie du groupe? Quels sont les bons people à mettre en place? Est-ce qu'on a déjà dans les équipes des gens qui sont capables de se projeter, qu'on est capable de faire grandir? Est-ce qu'il y en a, c'est pas le cas, et dans ce cas-là, il faudra les accompagner? Est-ce qu'il y a des key ailleurs à aller chercher à l'extérieur? Je mets aussi un point qui est important, hein. On voit souvent des DSI avec un fort taux de consultants externes qui sont là en Hmm. régie, en assistance technique. Ce qui n'est absolument pas un sujet, hein. Encore une fois, ça fait partie de la stratégie. Mais je relie ça à mon point d'après, qui est la culture. Euh, Moi, il y a un des points clés dans une transformation, notamment quand il y a une transformation ambitieuse de scalabilité ou de transformation ou de retournement. Il faut bien comprendre la culture existante et où est-ce qu'on veut l'emmener. Ce n'est pas qu'une histoire de personnes. Une culture, c'est des sujets comme, oh, désolé, j'ai utilisé beaucoup d'anglicisme, mais l'accountability. Quelqu'un prend un sujet, il comprend qu'il est responsable de son sujet de A à Z, même si ce n'est pas lui ou elle qui le fait, qui va coordonner d'autres personnes, mais il a le devoir de faire avancer, de faire du reporting ou de lever des alertes quand un sujet n'avance pas. Donc ça, c'est extrêmement fort. Et c'est pas inné. Donc c'est des choses qui s'amènent aussi. Il y a le côté aussi, j'en parlais tout à l'heure, le côté très, très doers, hands-on opérationnel. Euh, Moi, j'ai été beaucoup habitué à des sites de taille moyenne, hein, on parle de 40, 50, 60 personnes, pas 400 Hmm. personnes. Donc forcément, il faut avoir un ratio faible entre les gens qui coordonnent et les gens qui font. Il faut vraiment mettre le poids du corps sur les gens qui font et idéalement des gens qui sont capables de faire les deux. C'est-à-dire qui sont capables de faire du dépassement de fonction. Euh, Encore une fois, désolé pour l'expression, mais de se relever les manches ou de mettre les mains dans le cambouis quand c'est nécessaire pour délivrer des sujets. Donc ça, ces sujets de culture, ils sont liés aux personnes, mais ils sont liés aussi à ce qu'amène le DSI. La culture, ça se transforme, ça se fait évoluer, ça s'incarne aussi. Je crois beaucoup au leadership, par exemple. Si le DSI veut que ses équipes comment dire, développent certaines compétences, certaines manières d'être, un certain savoir-être, il doit l'incarner. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des vrais sujets de méthodologie, comment on travaille dans les équipes, comment les équipes travaillent ensemble, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi des sujets de briques technologiques. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas qu'un changement d'organigramme. Pour moi, c'est une vraie transformation à 360. Et bien sûr, on ne peut pas tout mener de front. Hmm. Donc, il faut aussi choisir ses combats et ses priorités. Et c'est pour ça que moi, je suis plus partisan de faire une transformation itérative, étape par étape, plutôt que de faire le grand Big Bang. Parce que si on fait le Big Bang, on va en plus déstabiliser les équipes, notamment les équipes existantes. Donc c'est important d'y aller par étapes. Il faut, dès le début, expliquer sa vision, expliquer à quoi va ressembler la DSI dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, tout en y allant étape par étape pour laisser le temps aux gens d'apprendre, de se mettre dans le nouveau mode de fonctionnement, dans le nouveau mode organisationnel. Merci beaucoup, Sébastien. Hyper intéressant. J'ai bien vu les questions de Nadège et d'Ibrahima. On va y répondre. Et je vais juste m'attarder un peu sur cette question, on va dire, managériale que tu as abordée. Et ben, c'est intéressant parce que je vois que dans les prises de fonction, il y a un audit qui est fait. Ce que tu dis, on va dire, un rapport d'étonnement. Et toi, dans ton rapport d'étonnement, quand tu dis, voilà, nous, on veut potentiellement transformer, etc., la première chose à faire, c'est bah, aller voir les équipes. C'est vrai que dans le rapport d'étonnement, on parle souvent du système d'information. Ah oui, bah là, on a le RP, on a ci, ça
ça va pas, etc. Toi, tu as insisté sur le fait que dans le rapport d'étonnement, vite, tu arrivais à te dire qui et tu arrivais à vite identifier quels étaient les profils sur lesquels on devait s'appuyer versus les profils sur lesquels on devait peut-être accompagner. Donc, c'est intéressant de parler de cette dimension culturelle, humaine, qui n'est pas forcément naturelle, on va dire, chez les DSI. Toi, est-ce que tu peux nous dire, voilà, dans ton parcours déjà, comment tu as réussi à développer cette dimension-là? Est-ce que tu t'es formé sur tu as parlé de leadership, on comprend que c'est hyper important là-dessus pour mener ces transformations-là. Tu t'es formé là-dessus, tu as été mentoré, je sais pas comment on fait, parce que c'est pas naturel, tu vois, on n'a pas un diplôme de leader. Non, Comment tu as fait ouais. là-dessus? Ouais, c'est une super question. C'est une super question. Je pense qu'on a une part d'inné et ensuite on développe des comportements et des habitudes. Moi, j'ai toujours été intéressé, alors j'ai un parcours d'ingénieur, mais j'ai toujours été intéressé plutôt par le côté big pictures et équipe, plus que par le côté très technologique. Je suis pas un expert technique et je ne m'épanouis pas à descendre à 100% en détail dans une solution. Je préfère garder la vision et plutôt animer le collectif et animer les équipes. Ça, c'est plutôt une sorte d'ADN personnel. Après, c'est absolument pas inné, hein. Donc ça s'apprend, ça se développe. Moi, comment j'ai fait beaucoup d'observations des leaders avec qui je travaillais. J'ai eu la chance de travailler avec des leaders extraordinaires dans différents environnements. Moi, je lis beaucoup. J'ai beaucoup de livres autour du management, tout d'articles, de choses comme ça, de vidéos, des TEDx, des choses comme ça. Je m'en imprègne beaucoup. Et, et je suis aussi un fan de sport, donc j'aime beaucoup l'image du coach sportif, du coach d'une équipe de sport collectif. Et je vois beaucoup notre rôle de cette manière-là. On a un collectif, on a des talents. Parfois, il y en a qui sont un peu fatigués, donc il vaut mieux les mettre sur le banc et faire rentrer quelqu'un d'autre. Certains sont mieux faits pour travailler sur le back-office, en défense, ou d'autres en attaque sur le front office. Donc, j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, il y avait une excellente série sur Netflix, je suis passé sur l'actualité, où vous interviewez des grands coachs de certains sports qui donnaient leurs conseils de management. Et tu te rends compte que c'est extrêmement adapté au monde de l'entreprise. Écoute, très clair. Mais j'en profite pour faire la transition avec les questions d'Ibrahima et de Nadège, comme c'est participatif. On a Ibrahima, hello Ibrahima, nous aussi on est enchantés. Donc entre EA, Enterprise Architect, qui nous pose la question de la maturité. Avant de pousser une transfo, il demande comment évaluer ce niveau de maturité. C'est une excellente question. J'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Moi, ce que je fais dans ma phase de découverte, je fais beaucoup d'interviews avec les équipes DSI, avec les équipes métiers qui sont en face des DSI, hein, les business partners, les AMO à métier, enfin tout dépend de l'organisation, les PO. Je fais aussi beaucoup d'interviews top level. Là, j'ai la chance d'être positionné sur un rôle de membre du COMEX, donc du coup, les autres membres du COMEX sont plus facilement accessibles. Mais j'essaye assez rapidement d'interviewer les membres du COMEX ou leur N-1 pour comprendre leur perception de la DSI et leurs attendus de la DSI. Pourquoi? Parce que ça permet de prendre beaucoup de hauteur de vue, de ramener ça à la stratégie de l'entreprise ou de l'organisation et de se focaliser sur les pain points ou les points d'amélioration principaux. Quand on écoute les équipes terrain, et ce n'est pas péjoratif, hein, on va récolter toute une liste de sujets, tous extrêmement intéressants, extrêmement importants. Mais à un moment donné, il va falloir prioriser. Donc, c'est important aussi d'avoir la vue du top management pour savoir quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs priorités. Et ça va être un très bon filtre de lecture pour prioriser la liste des sujets adressés. Et c'est au travers de ça aussi qu'on va pouvoir, pour répondre à la question d'Ibrahima, on va pouvoir identifier la maturité de l'entreprise par rapport à la data, par rapport à l'IT. Non, mais c'est intéressant, c'est que en résumé, le juge de paix, à un moment donné aussi, c'est le métier, quoi. C'est se dire, OK, est-ce que nous, parce qu'on peut se considérer mature, allez, on a du Kubernetes, on a les dernières technologies, on a mis Snowflake, etc. Et quand on va voir le métier, il dit, en fait, ça réagit pas assez, donc il y a une maturité technologique, mais finalement une expérience de la relation avec la DSI qui est pas bonne. Donc, il peut avoir un écart entre les deux. Donc, c'est ça que tu essayes de mesurer à chaque fois. Ce que je peux comprendre. Complètement. Et en tant que IT, il ne faut pas avoir peur de sortir de son bureau et d'aller voir les métiers. Je sais que parfois, on a tendance à être refermé sur ces sujets technologiques,
mais n'oublions jamais qu'on ne fait jamais de l'IT pour l'IT. Ne vraiment pas hésiter à aller voir le métier. Et au contraire, le métier est preneur, avec un bémol important, il faut être capable d'expliquer, de vulgariser ce qu'on fait. Ne pas avoir un langage de technicien. Donc être capable de vulgariser et d'expliquer notre situation, ce qu'on veut faire, l'ambition, etc. Très clair. On prend la question de Nadège. Disposez-vous d'un ratio nombre de collaborateurs DSI, nombre de salariés dans l'entreprise? Et ça me fait penser à une autre question, moi, que je te poserai juste après cette question-là. Il n'y a pas de ratio type, il y a des benchmarks qui existent. Il y a des benchmarks en termes de nombre de collaborateurs, en termes de nombre de budget, pardon. En général, on est aux alentours de 3-4%. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout dépend de ce qu'on appelle DSI. On peut avoir des entités dans lesquelles on a beaucoup d'équipes technologiques. Chez Doctolib, il y a une équipe qui gère la plateforme Doctolib qui est de 700 collaborateurs. C'est pas la DSI, c'est autre chose. Mais parce qu'on a une boîte technologique, donc ça n'a pas de sens d'avoir un ratio dans une telle boîte. Chez Altavia, on a des gens qui font de la techno, mais qui font de la techno pour nos clients. On a des développeurs de sites web, etc., des DevOps qui gèrent des plateformes pour des clients. Ils ne sont pas dans la DSI, ils sont plutôt côté métier. Donc, encore une fois, tout dépend de l'entreprise et de son activité. Mais si on se recentre plutôt sur les fonctions, je vais dire, régaliennes de la DSI, le ratio en général, il est de l'ordre de 3-4%. Très clair. Moi, je te pose une question, c'est pas sur le ratio, mais c'est aussi la différence. Tu l'as cité, c'est entre les internes et les externes. Et je te pose la Ouais. question parce que en même temps, je te livre le retour d'expérience d'un de mes clients qui dit, ben, aujourd'hui, on a trop d'externes. On ne pourra pas se transformer si on n'internalise pas la compétence, et notamment la compétence sur des sujets critiques. Quel est ton avis par rapport à ça? Ou est-ce qu'à l'inverse, toi, tu penses que pour transformer, c'est normal, il faut ramener de la ressource de l'extérieur parce qu'ils ont l'expertise, ils ont l'expérience, etc. C'est intéressant de voir ta vision interne versus externe. C'est toujours une histoire de balance. Je vais te raconter ce qu'on fait depuis 18 mois chez Altavia. Je suis arrivé, il y avait une équipe d'une dizaine de personnes, il y avait beaucoup de départs, beaucoup de pertes d'informations, beaucoup de pertes de compétences. Et en même temps, on avait une très grande mission, lancement d'un SAP, lancement d'une solution de procurement, lancement d'un projet de CRM, etc. Et on n'avait pas la bande passante et on n'avait pas les skills, donc on n'avait pas les gens qui avaient l'expérience. Donc, on s'est très vite beaucoup appuyé sur les externes. On a commencé, on devait être à 70% d'externes pour avoir des gens qui étaient disponibles rapidement, des gens qui étaient seniors et des gens qui étaient expérimentés sur leur domaine. Donc, ça nous a aidé énormément à aller plus vite et à amener de la seniorité pour en plus challenger les métiers qui eux-mêmes n'étaient pas forcément habitués à ce genre de transformation. Donc là, c'était nécessaire. Maintenant qu'on a commencé, qu'on met en place ces premières applications, ces premiers corps modèles, on commence à internaliser. On sait qu'on a besoin peut-être de moins d'expérience, moins d'expertise, on a besoin de gens moins seniors et on veut internaliser. Parce que ce qu'on construit, nous, notre plan de transformation, il est à l'horizon 2030. On veut D'accord. durer dans le temps. Donc, on a besoin de pérenniser les gens. Il y a aussi un sujet de budget. Un interne, ça reste toujours moins cher qu'un externe. C'est important de savoir aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Tout dépend de l'étape dans laquelle vous êtes, du type de compétences et du niveau d'expérience dont vous avez besoin à un moment donné. Il faut juste, je pense, être extrêmement clair sur sa stratégie vis-à-vis de vos donneurs d'ordre et de votre budget et vis-à-vis des externes que vous faites venir. Être très clair sur le fait que c'est une mission pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, et qu'ensuite on va internaliser. Et que ce ne sera certainement pas ce profil, que ce sera un autre profil. Très intéressant. On a d'autres questions de Bouchra, de Nadège, etc. Mais on a un fil conducteur aussi. Mais on va bien prendre vos questions, rassurez-vous, Bouchra et Nadège. On y revient. On va juste avancer un petit peu. On en a un petit peu parlé, mais on va insister sur cette partie-là, sur la partie culture, méthodologie. Je crois qu'on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux peut-être revenir sur des éléments que tu aimerais creuser? On a parlé de la culture, des valeurs, l'ownership, ça c'était clair. La vision roadmap, tu viens juste de revenir dessus. C'est vrai qu'on n'a pas parlé méthodologie, on n'a pas parlé framework. Dans la transformation, on l'entend énormément. La transformation, ça veut dire adopter safe, tu vois, passer en mode produit. Ça veut dire on met du TOGAF, tu vois. Donc,
toi, quelle est ta vision par rapport à la méthodo? Est-ce que ça fait partie des éléments sur lesquels toi, tu veux apporter une différence? À quel point c'est important pour toi? Et c'est intéressant d'avoir ton ex aussi par rapport à ces deux éléments. Ouais, alors sur la méthodologie, la première chose, moi-même personnellement, je suis très grand fan du fait d'avoir un framework, en fait, d'avoir un cadre de travail un petit peu commun entre les équipes. C'est important pour atteindre une certaine agilité dans le delivery que les équipes aient un cadre de travail commun. Maintenant, ce cadre de travail, il doit être personnalisé à votre organisation et à l'état de maturité de votre organisation. Je ne suis pas pour appliquer by the book du SEF, de l'Agile, du modèle Spotify, enfin, peu importe. Il y a des très bonnes choses à piocher dans chaque modèle, mais il faut vraiment l'adapter par rapport à votre organisation et votre niveau de maturité. Et ensuite, on n'applique pas un framework, encore une fois, en mode Big Bang. On y va progressivement. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire chez Altavia, où on n'avait pas, de cadre de travail, hein, chacun a amené son propre cadre de travail, on y a été par étapes. On a commencé par mettre en place des OKR sur une base trimestrielle pour partager les objectifs de la DSI qui sont alignés avec les objectifs stratégiques. Qu'ensuite, chaque équipe, que ce soit l'équipe SI Finance, SI RH, Data, DevOps, etc., les décline à son niveau. Et ensuite, on les suit tous les trimestres sur la base d'une roadmap et on restitue devant toute l'équipe lors d'une réunion mensuelle les atteintes. Est-ce qu'on a atteint nos KPI? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire le trimestre suivant? Donc, on a assez rapidement mis en place cette organisation d'OKR et ce principe d'avoir une roadmap trimestrielle. Donc, déjà, tout le monde communique sur la même temporalité et sur le même mode d'atteinte des objectifs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre d'un niveau et de se dire, on va peut-être mettre des frameworks agiles, je ne vais pas dire à scale, mais un peu plus alignés. Certains fonctionnent déjà de manière très agile, avec des sprints dans Jira, etc. D'autres sont encore sur des plannings beaucoup plus waterfall. Et on va amener progressivement tout le monde vers un outil commun, une manière de reporting commun. Mais l'erreur à faire, c'est d'être jusqu'au boutiste et de dire à tout le monde, sprint de 2 semaines dans Jira, les storypoints codifiés comme ça. Non, parce que ça ne marche pas pour tout le monde. On ne pilote pas un projet SAP comme on pilote une infra DevOps. C'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes habitudes de travail. Donc, il faut un cadre. Il faut que le cadre soit utile pour que les équipes se comprennent, pour que les équipes collaborent entre elles, pour faciliter le reporting et le suivi. Mais il ne faut pas être trop rigide dans le cadre. Il faut laisser de la liberté dans le cadre à chaque équipe. Ce qui est important au final, c'est que l'équipe délivre les projets avec le niveau de qualité et le budget attendu. C'est clair, mais en fait, tu mets l'accent sur un sujet, c'est le pilotage, la DSI. Comme tu as dit, au final, on parle d'une équipe de 60 personnes parfois, donc c'est pas évident d'avoir toujours ce contrôle. On se rend bien compte que bah, derrière toi, tu as aussi un codir de l'IT avec chacun qui doit relayer les bons messages. Tu as des relais. Est-ce que toi, en tant que DSI, tu as une personne sur laquelle tu t'appuies pour le pilotage de la DSI? Je te pose la question, on a une communauté d'architectes aussi hein, dans l'audience et chez HubAdvisor. Est-ce que c'est ce rôle là aussi peut-être de l'architecture de s'assurer on évolue dans un certain cadre, qu'on laisse la marge de manœuvre, ou est-ce que c'est toi qui es garant de ça, de ce pilotage-là? Voilà, comment tu arrives tu peux pas porter tous les messages en tant que DSI et tout le temps derrière les gens, etc. Comment tu arrives à organiser cette gouvernance-là? Alors, tout dépend. Il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, au début, je pense que c'est important qu'en tant que DSI, on conçoive les premières briques, on les mette en place et on anime nous-mêmes. C'est important. On ne peut pas déléguer ça à 100% à une équipe externe ou à une société de conseil, par exemple. Donc, c'est important d'être à l'initiative. Après, bien sûr, très rapidement, on va se retrouver limité par sa bande passante. Il faut déléguer. Moi, sur mes 2 dernières expériences, j'ai abordé 2 approches différentes. Chez Doctolib, on avait une petite équipe qui était très focalisée stratégie, IT et gestion des grands projets. Et c'est plutôt cette équipe-là qui faisait office de CIO office de manière informelle, mais qui pilotait toute l'animation autour de la roadmap, des OKR, des rituels, etc., de la méthodologie. Donc pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient une forte culture projet, forte expérience projet, et que ça faisait du sens que ce soit fait à ce niveau-là. Chez Altavia, par exemple, je m'appuie beaucoup plus sur l'équipe d'architecture, parce qu'il trouve que le lead architecte a aussi une forte culture projet. Donc, il n'y a pas de recette miracle, et ça va aussi dépendre des appétences et des expériences que vous avez dans votre équipe.
C'est important d'avoir quelqu'un qui a une vraie culture projet organisationnel, qui s'épanouit là-dedans, c'est parce qu'il n'est pas le cas de tout le monde, hein, qui aime ce genre de rôle et qui puisse animer en transverse toute cette comitologie, méthodologie. En tout cas, c'est un skills à avoir dans ton équipe. Quelqu'un qui est Complètement. super câblé sur la gestion de projet, etc. Faut l'avoir. Et il faut Complètement. l'identifier, qu'il soit à l'architecture, qu'il soit ailleurs, c'est pas le sujet. Mais il y a une personne qui est le garant de ça, en fait. Et ça doit être dans sa personnalité, il doit aimer le faire. Tout à fait. Très clair. Ben, j'en profite quand on parle de cette question d'organisation, prendre la question de Bouchra. Que diriez-vous d'une organisation DSI, service réseau système et service développement DSI? Si tu En as fait, saisi la. ouais, je pense que je comprends la Ouais. question de Bouchra. En fait, il y a des grands métiers, des grandes équipes qu'on trouve un petit peu toujours dans les DSI. Il y a effectivement toujours un sujet infrastructure, alors, réseau, Mm. système, cloud, DevOps, on met ce qu'on veut dedans. Il y a ce que j'appelle les business apps sur les outils métiers. Tout dépend, est-ce qu'on est en make ou buy ou un mix des deux. Moi, j'ai beaucoup été dans un environnement où on est plutôt en buy, donc on intègre des solutions et plutôt des solutions cloud, du SAP, du Salesforce, de l'Evalua, etc. Et donc là, il faut plutôt avoir des experts technico-fonctionnels qui parlent le même langage que le métier pour piloter les solutions et les éditeurs. Si on est dans un environnement beaucoup plus de build, effectivement, là, on a des équipes de product, de développeurs, etc. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette organisation, c'est de s'organiser autour des grands métiers. Je pense que c'est important d'avoir une équipe qui est très organisée autour du SI Finance, qui parle à l'équipe Finance, une équipe autour du SI RHI. Le SI RH est important. Chez Actavia, par exemple, on a une énorme activité d'achat-revente, parce que quand on fait une prestation de catalogue pour Carrefour, on ne fait pas seulement la conception. On achète le papier, on achète de la prestation d'impression et on achète de la prestation de transport. On fait énormément d'achats-revente. On a plus de 8000 fournisseurs directs. Donc, on a une équipe procurement de supply chain dédiée. Donc, on a créé aussi une équipe procurement de supply chain dédiée au sein de la DSI pour être en face de ce métier stratégique. Et puis, bien sûr, après, on retrouve les activités plus transverses comme le support, l'architecture, la cybersécurité. Très clair. Merci beaucoup, Nadège, aussi pour la participation. J'ai vu vos questions et comme on va y répondre dans la présentation, on va l'aborder et si c'est pas fait, on reviendra là-dessus. Merci Bouchra pour la question et merci Marwan pour la précision. On avance. Effectivement, on va parler du rôle de la technologie. Je comprends que toi, tu as un drive très business. C'est ce qui, c'est ce qui ressort en fait de l'échange. Où dès le démarrage, tu dis la DSI, il faut qu'elle soit alignée au métier. Pour évaluer la maturité, il faut qu'on aille voir les métiers. OK. Donc, on comprend que toi, tu mets l'accent sur le métier. Mais des fois, la transformation ou la rupture, elle peut venir de la techno. Et on le voit avec l'IA, d'où la question aussi de Nadège. Comment toi, tu accueilles ces ruptures technologiques-là? Est-ce que ton rôle aussi, c'est d'aller voir le métier à l'inverse et lui dire voilà ce qui se passe en termes techno? Et ça aussi à vous peut-être que de changer votre fonctionnement. Tu vois, je me permets de se poser cette question de manière un peu frontale pour, dans l'absolu, parler du rôle de la technologie. Alors, je vais revenir sur ton commentaire du début et je vais refaire le lien avec ça après. Je Ok. pense qu'aujourd'hui, un DSI doit absolument avoir un drive business. C'est plus Ok. possible d'être purement technologique. Encore une fois, on est au service du business. Je rebondis sur un commentaire que j'ai vu passer tout à l'heure où quelqu'un dit on vous dit souvent vous êtes beaucoup à la DSI. C'est pas le débat. Le débat, c'est quelle valeur on amène. Et après, pour amener cette valeur, il faut tant de personnes. Si on veut aller plus vite, à un moment donné, il faut plus de personnes. Si on veut moins de personnes, on va aller moins vite. Mais le débat doit être sur la valeur qu'on amène, pas sur le budget, pas sur le nombre de personnes. Le budget, le nombre de collaborateurs, c'est des outils pour atteindre une stratégie, atteindre de la valeur. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans des débats de chiffres. Ramenez toujours les débats sur la valeur qu'on amène au métier. Donc, ça, c'est important. Excellent point. Une fois qu'on a dit ça, pour délivrer cette valeur, il faut des équipes, il faut du budget, mais il faut aussi une maîtrise de sa techno. Et la technologie, moi, je la vois plus comme un enabler ou un accélérateur de ce qu'on veut délivrer.
Donc, c'est pour ça il faut être extrêmement clair sur ces basiques technologiques. C'est pour ça que je parle de posture claire, hein, sur le corbeil. Ok. Moi j'hérite là chez Altavia d'un historique où il y a eu un changement de DSI à peu près tous les 2 ans, pendant 10 ans, avec certains qui partaient sur du Nike, certains qui partaient sur du Live. Au final, tu te retrouves avec un patrimoine applicatif complètement éclaté et un nombre de technos immatenables. Donc, c'est important d'avoir une stratégie hyper claire et d'y rester et de la justifier. Ensuite, effectivement, les technologies, il faut les rationaliser. Je vais prendre un exemple dont on parle beaucoup, qui est le cloud. Est-ce qu'on est monocloud ou multi-cloud? Si vous n'avez pas une raison valable d'être multi-cloud, soyez monocloud. Enfin, c'est déjà extrêmement compliqué aujourd'hui de trouver des compétences, de trouver des ressources pour gérer une plateforme Amazon, Azure ou GCP. Allez en faire 2 ou 3. S'il n'y a pas un intérêt business réel et tangible, non, aucun intérêt. Encore une fois, il vaut mieux avoir une plateforme et la maîtriser. Donc là-dessus aussi, il faut avoir des postures extrêmement claires, les expliquer et les justifier. Ensuite, quand je parle d'enabler, pour moi, les plateformes technologiques, et je parle vraiment de plateforme, ça doit être les fondations. Il faut avoir une plateforme, je suis beaucoup plus cloud que on-prem, hein, pour des raisons d'agilité. Il faut avoir une plateforme cloud et vraiment la maîtriser pour être capable d'être beaucoup plus efficace. Et quand je parle de la maîtriser, il faut investir dans les technologies d'infra as code, d'automatisation. Avoir une plateforme cloud pour juste faire du lift and shift et déplacer ses VM Ouais, en c'est ça. cloud, ça n'a aucun intérêt et en général, vous allez payer beaucoup plus cher. Si vous allez vers le cloud, il faut y aller all-in, j'ai envie de dire. C'est-à-dire aller avec une vraie ambition d'automatisation et d'utilisation en mode à la consommation que permet le cloud. Et c'est là où vous allez en tirer les leviers en termes de coûts, en termes d'automatisation, en termes de qualité. Et surtout, pour moi, ce qui doit être le endgame d'une technologie cloud, c'est d'améliorer le time to market. C'est-à-dire que je ne dois pas être un bloqueur parce qu'il me faut 6 semaines pour approvisionner un serveur sur un projet. Voilà. Donc, c'est important d'investir dans les fondations. Ça peut être sur les infra-cloud, ça peut être sur les basiques en termes de collaboratif et digital workplace, ça peut être sur les fondations de cybersécurité, mais pas rester dans les fondations. Là, on est nous dans un projet où on doit refaire toutes les fondations parce qu'elles n'étaient plus au goût du jour ou trop éclatées, trop compliquées, trop chères à maintenir. C'est bien de faire un travail de fondation, mais un travail de fondation, c'est long. Donc, il faut aussi le panacher avec des projets business où on amène de la valeur. Parce qu'au final, le client, il ne vit pas dans les fondations. C'est important d'avoir des fondations stables, mais le client, il ne vit pas dans les fondations et on n'amène pas de valeur tout de suite perceptible. Voilà. Et puis, le dernier point, et on a un peu parlé tout à l'heure, c'est là où c'est important, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait sur mes récentes expériences, c'est d'investir très tôt dans l'architecture d'entreprise. Avoir un rôle qui est à la fois capable de décliner la vision stratégique alignée avec le business dans une vision technologique et qui est capable de garantir la cohérence de tout ce qu'on fait. Alors là, franchement, tu me tends vraiment la perche. Allez, pour toi, DSI, en ce moment, successful et tout, tu peux nous faire le portrait robot du bon EA? Du bonheur. Ah, Du bon Enterprise Architect, quoi. Parce qu'il y ah du bon a, enterprise architect, pardon. ouais, parce qu'il y a le bon EA et le mauvais EA, tu vois. On va pas faire les chasseurs, là. Mais il y a vraiment, moi, je vois des profils qui sont différents les uns des autres. C'est intéressant d'avoir ta vision de DSI, tu vois. Le bon EA en 2024-2025, allez, tu vois, le portrait robot, c'est. Le bon EA en 2024-2025, alors j'ai la chance d'en avoir un très bon, donc je pense que je vais m'inspirer de lui. C'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un d'expérimenté. Enfin, en tout cas, le lead de l'activité EA doit être quelqu'un d'expérimenté, qui a un vécu, qui connaît les différents domaines métiers d'une entreprise, la finance, les ressources humaines, les achats, les ventes, etc., la production, et qui est capable de tenir l'adaptation du discours entre des solutions technologiques et des solutions fonctionnelles. Et le deuxième axe fort, c'est quelqu'un qui doit être un vrai animateur de communauté. Parce qu'un EA ne travaille pas tout seul. Il ne doit surtout pas travailler tout seul. Il doit animer d'autres architectes, qui vont être des architectes de solutions, des architectes technologiques, des architectes data, et il doit animer des product owners ou des business partners côté métier. Donc ça doit être quelqu'un qui excelle aussi
Et c'est souvent quelque chose qu'on ne voit pas, parce que Ouais, c'est on pas ce qu'on voit cherche en pas. premier sur un air. Ouais. C'est quelqu'un qui doit être un vrai animateur de communauté. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce retour. Et là, je fais la transition sur la dernière slide. Tu as parlé de time to market. Tu as parlé de time to market et c'est intéressant de connaître les KPI clés que tu suis, toi, et sur lesquels, toi, tu te dis, si on n'est pas bon là-dessus, il faut qu'on change quelque chose. Et après, si tu as des exemples aussi, n'hésite pas à nous donner, tu vois, des exemples concrets de comment vous avez réussi à augmenter un KPI. Alors, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de règle non plus, hein. Moi, Ok. c'est des KPI que je suis et c'est un peu mon framework qui est totalement personnel et adapté à mes expériences. Je commence toujours par la partie support. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait beaucoup de bruit. Ça fait du bruit et notamment quand on parle au métier, quand on parle au COMEX, c'est du bruit qui peut masquer les vrais gains de ce que doit amener la DSI. C'est important de mettre l'aspect support sous contrôle, en tout cas sous pilotage assez rapidement. Donc pour moi, le support, c'est à la fois un Net Promoter Score, c'est comment les utilisateurs notent la qualité du support, les temps de première réponse et de résolution de tickets. C'est les 3 KPI que je vais suivre sur cette partie support. Ensuite, un focus sur le delivery. Quelle est notre capacité à délivrer les projets? Quelle est notre célérité? Ça peut être des story points sur des sprints, des taux de complétude d'OKR. Encore une fois, tout dépend de la granularité. Est-ce qu'on est très focus sur le sprint? Est-ce qu'on est plutôt au quarter ou à l'année? Mais en tout cas, il faut trouver un moyen de mesurer sa capacité à délivrer les projets. Parce que si on veut améliorer les choses, si on ne sait pas le mesurer, on ne pourra pas voir les effets des plans d'amélioration qu'on met en place. Ensuite, il y a toute la partie humaine. C'est important d'avoir des équipes IT qui sont engagées, qui sont motivées. Donc, c'est important aussi d'avoir des outils de mesure d'engagement à intervalles réguliers. Est-ce que c'est au trimestre? Est-ce que c'est à l'année? Tout dépend de l'outil et de la stratégie RH de votre entreprise. Et c'est important aussi de mesurer l'implication et l'engagement des équipes IT. Genre les arrêts maladie, je sais pas, des trucs comme ça. Tu vas Oui, travailler à regarder ça. c'est un élément aussi, mais tu as aussi maintenant des outils d'engagement qui envoient des sondages à intervalles D'accord, réguliers. ok. Sur la Et motivation, sur ça. Ok. voilà, tu as des remontées anonymisées sur la motivation, l'implication, est-ce que je me vois continuer dans cette entreprise, etc., etc. Donc je pense que c'est des leviers hyper intéressants qu'on n'avait pas il y a quelques années, qu'il faut absolument, si votre entreprise n'en a pas, en tout cas investir là-dedans. Et puis, le dernier sujet qui est hyper important, parce que c'est aussi là-dessus que vous allez regarder, c'est la partie finance. Sur la finance, j'ai vu encore quelques commentaires sur le budget. Encore une fois, il faut essayer de sortir du débat du coût de la DSI et il faut le ramener toujours comme un outil pour atteindre un objectif. Je veux que ma DSI amène tels objectifs à la stratégie, contribue de telle manière à cette entreprise. OK, pour faire ça, voilà le budget dont on a besoin. Ok. Donc moi je vais regarder, et puis après bien sûr il faut que ce budget reste cohérent. Donc je vais regarder quelques sujets qui sont un peu, qui sont mes sujets du moment. Il y en a un, c'est qu'avec l'explosion des logiciels SaaS, on a un coût d'OPEX par utilisateur qui augmente. Donc ce coût, c'est important de l'avoir en pilotage et en contrôle, et de se dire, un nouveau collaborateur dans l'entreprise, généralement, on rajoute au coût chargé du salaire, on rajoute le coût des bureaux, le coût des espaces, Ok. etc. Et de plus en plus, on rajoute le coût de l'IT. Donc c'est D'accord. important d'avoir ce coût Directement. parce que il y a une licence pour le logiciel de mail, il y a une licence pour le Slack, il y a une licence pour le CRM, et ainsi de suite. Donc, important d'avoir le coût de la stack SaaS par collaborateur. Et puis après, il y a des ratios aussi de mon budget IT, qu'est-ce qu'il représente par rapport au chiffre d'affaires ou par rapport à l'ébit de l'entreprise. C'est aussi des bons moyens de se benchmarker. Et encore une fois, ce benchmark, il faut le faire de manière sectorielle, parce qu'on se rend compte que dans la tech ou dans le retail ou dans l'industrie, c'est pas les mêmes métriques. Et puis, il faut être capable de le ramener aussi à ce qu'on fait en ce moment. Par exemple, chez Altavia, en ce moment, on est sur un plan de transformation, donc on sait que pendant quelques années, on surinvestit sur le budget IT. Donc, ça ne sert à rien de le comparer à des gens de notre secteur d'activité, parce qu'on est en phase d'investissement. Quand on sera en phase de beaucoup plus orienté business as usual, là, on pourra se comparer. Écoute, c'est clair. J'ai eu peut-être la question de Eric. Utilisez-vous le KPI par pourcentage des dépenses IT et BIT? Je pense que Ouais, tout à tu fait. as un Ouais, peu ouais, ouais, répondu. Ouais. ouais. Je Ouais, on comprends. le ramène aussi par rapport à l'ébit, tout à fait.
Et juste moi, de mon côté, juste la partie support dans le budget total, ça représente combien? Qu'est-ce qui est un bon ratio pour toi? Est-ce que tu regardes dans le détail? Sur le support pur, Support, ouais, voilà, support, ça représente combien? Parce que c'est vrai que je t'explique ma question comme ça, tu vas bien la comprendre. Une grande organisation, on a la chance de rencontrer à un moment donné le N+1 du DSI, donc en charge des opérations. Et à un moment donné, on parle transformation digitale avec le DSI et tout. Et il fait une petite blague, le COO, mais que tout le monde a compris. Il dit, OK, on parle de ça, mais en même temps, là, l'outil de téléconférence, il marche pas et tout depuis un mois. Et il rigole. En gros, tu peux me parler de la transformation digitale que tu veux. Moi, ce que je vois, c'est que genre, je vais dans une salle de meeting. C'était un bel outil hein, qui coûtait bien cher avec la tablette, etc. Ça fonctionne pas. Donc, comment on fait? Et c'est vrai que le DSI, il avait mis tous ses budgets sur du build, etc. et à en oublier le run, tu vois. Et donc, je, c'est je, pour ça que Et comme tu as commencé par ça, parce que tu as dit, voilà, c'est la vitrine de la DSI, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant de savoir, toi, à peu près grosse maille, on ne va pas dans les détails. Voilà, le budget du support, c'est combien? je souris parce que tu savais le nombre de fois où j'ai vécu cette situation. Ok, Euh, et du coup, depuis je suis devenu omnubilé et quasiment pénible pour mes équipes dès qu'il y a une salle de réunion ou un Wi-Fi qui ne marche pas. ok, Parce d'accord. que c'est la première chose qu'on va voir. Alors oui, c'est pas important, c'est pas grave, etc. Mais en fait, il faut que tes équipes support soient comme toi omnubilées là-dessus. Et je suis le premier à ouvrir un ticket pour dire, bah là, la visio elle marche pas, l'écran il marche pas. Tiens, dans telle salle, j'ai pas de wifi, etc. Parce que ça doit être. Enfin, moi, j'avais un boss qui a cette expression. Ces sujets-là, ça doit make no noise. Ça doit faire Ouais, aucun bruit. Ça doit juste marcher. ouais, C'est comme le matin quand tu démarres ta voiture ou tu allumes la lumière. ouais, c'est let's go. Ça doit Ouais. fonctionner, quoi. C'est un basique. Et par contre, on perd parfois un peu ça parce qu'on est sur des sujets stratégiques, de build, de projet de transformation. Mais il ne faut pas perdre ça de vue. C'est hyper important. Parce que c'est la vitrine, encore une fois. Et sinon, ça génère du bruit. Et on veut Et du éviter le coup, bruit pour aller sur le. ouais. Ouais. Vas-y, Et je je t'en réponds prie. à ta question de support. Moi, il y a un KPI que je n'ai pas mis ici, que je suis aussi. C'est le ratio entre le nombre de personnes au support ramené sur le nombre de collaborateurs de l'entreprise. Donc, je rajoute une personne au support tous les combien de collaborateurs en plus. Intéressant, ok. Voilà. Et Donc, pour vous donner ouais. quelques métriques, chez Doctolib, on mettait le paquet là-dessus parce que l'expérience collaborateur et la capacité à attirer et à garder les meilleurs était extrêmement importante. Donc, on investissait énormément là-dedans. Et on avait un ratio extrêmement élevé, puisqu'on avait un ETP support pour 150 collaborateurs, ce qui est Hmm. plutôt extrêmement, extrêmement qualitatif. Non, mais c'est intéressant, on n'aura pas le temps parce qu'on finit bientôt, là, c'est la dernière question, mais justement, on est dans un monde où les ressources IT, c'est de plus en plus compliqué. Je sais aussi que toi, tu as une vision, on avait organisé un Rex entre toi et un de nos autres clients grand compte. Je ne sais pas si tu te souviens sur la gestion des carrières, le pilotage des carrières au sein de la DSI, et que tu disais que toi, tu avais un plan de carrière pour quasiment tous les collaborateurs internes que tu avais en leur disant, bon, bah, dans 2 ans, tu as ça, dans 3 ans, tu as ça. Voilà, tu arrivais à les projeter. Peut-être pour conclure là-dessus, est-ce que tu peux nous le partager rapidement, peut-être sans rentrer dans les détails, mais à quel point pour toi la carrière des gens qui sont dans tes équipes, bah, c'est aussi un sujet pour toi? Ouais, alors pour tout le monde, c'est peut-être un peu Ouais, ambitieux. c'est ambitieux. Euh, non, mais ce qu'il faut, je vais faire différemment. Encore une fois, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le quotidien et il faut toujours avoir la capacité à se projeter sur où est ma DSI dans 3 ans. Et du coup, de se dire comment je fais évoluer les gens. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai avoir besoin de plus de gens sur le build ou plus sur du support. Et puis demain, je vais automatiser plus de choses, j'aurai besoin de gens sur le support. Et puis aussi, comment je fais progresser les gens. Parce que un des pires sujets, c'est de avoir des équipes. Ouais. Ça crée des sujets de morale pour les autres. Il faut le temps et le coût de rechasser les talents, de les onboarder, de les former et ainsi de suite. Donc, c'est aussi une déperdition d'énergie et d'argent à un moment donné. Donc, il faut réussir à fidéliser les gens et pour ça, il faut leur proposer des actes de progression.
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est de comprendre ce que chacun veut faire. Est-ce que les gens veulent monter vers du management, vers de la gestion de projet, développer une expertise technologique ou une expertise fonctionnelle pour pouvoir leur offrir les bonnes opportunités quand elles se présentent et les préparer à ces opportunités. Ça ne veut pas dire qu'on pourra répondre aux souhaits de tout le Ah, monde. tout le monde, bien sûr. Tout le monde peut pas avoir 20 DSI dans une équipe, ça ne tient pas, hein, ça ne marche pas. Mais voilà, en tout cas, c'est important d'avoir ces échanges, d'avoir ces discours de manière très transparente et de coacher, de faire évoluer les gens pour les amener à être prêts le jour où il y a une opportunité. Bah, écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup. J'ai vu quelques questions, effectivement, sur le support N1, N2, tout confondu, sur un même site. Ouais, Plein de... c'était tout confondu et tout site confondu aussi, hein, multi-site. Enfin, c'est un Ok, ratio global. bah, Après, ça peut changer d'un site à l'autre en fonction du nombre de personnes, etc. très clair. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Moi, je conclus là-dessus. Effectivement, comme vous l'avez compris, Badvisor, c'est notre métier, c'est d'apporter ce type de retour d'expérience, notamment aussi de l'état de l'art, de la veille. Euh, Toi, je sais que tu connais le modèle Badvisor, tu as participé à des consultations, Sébastien. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce que tu penses rapidement de Badvisor, de ce type de modèle-là, ce que ça peut apporter? De manière générale, moi, ce que je conseille, c'est de beaucoup faire du benchmark et d'échanger avec des pairs. C'est extrêmement important, les retours d'expérience. Donc moi, c'est quelque chose que je fais fréquemment. Donc je ne peux que vous encourager à le faire. Donc soit vous avez la chance d'avoir le réseau et les contacts, soit effectivement, je pense qu'un modèle comme Advisor est extrêmement adapté, d'autant plus que, c'est pas pour jeter des fleurs Ismail, mais je pense qu'ils ont cette expérience, cette capacité à proposer un profil qui sait répondre à vos enjeux du moment. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Sébastien. Merci à toute l'audience. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée et puis souhaiter une très bonne journée à tous nos participants. On prendra contact avec vous pour creuser la discussion, faire connaissance pour ceux qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore le plaisir de connaître. Et puis, très bonne journée. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup, bonne journée.